accentuer un peu l'accélérateur pour creuser davantage dans la recherche de cette thématique qui est très fondamentalement intéressante. Alors, je dois, en quelques minutes, vous présenter un peu les traits, les caractéristiques de mon intervention qui portent sur l'Afrique comme laboratoire. Le concept lui-même détermine un peu le sens de mon intervention. L'Afrique comme laboratoire des puissances, diplomatie d'influence et reconfiguration du pouvoir global. Voilà le titre de cette intervention que je vais essayer de l'étaler devant vous d'une manière très brève compte tenu de la contrainte du temps. Mesdames, Messieurs, pendant longtemps, lorsque l'on parlait de l'Afrique dans les relations internationales, on utilisait trois mots. Les crises, la dépendance et la périphérie. Mais l'Afrique était présentée d'ailleurs comme un espace malheureusement marginal du système mondial. Un territoire où se projetaient des rivalités des autres. Également, l'Afrique constitue un enjeu des puissances. Mais cette lecture appartient aujourd'hui, je pense, au passé. Parce que nous avons devant nous quelques indices révélateurs des signes faibles qui nous permettent de relire l'Afrique d'une manière nouvelle. Regardons ce qui se passe réellement. Il y a des changements un peu partout. En Afrique du Nord comme en Afrique subsaharienne. Alors, c'est pour cela que j'ai intitulé cette thématique de laboratoire. C'est-à-dire un laboratoire où les puissances expérimentent les nouvelles formes du pouvoir au XXIe siècle. C'est un enjeu très dangereux. Infrastructure, le domaine de cet enjeu, c'est les infrastructures, la sécurité, la technologie, les finances, l'information, et je m'en passe. Alors, tous ces instruments s'y combinent normalement. Ce que nous observons en Afrique actuellement, aujourd'hui, nous dit quelque chose d'essentiel. La nature du pouvoir mondial est en train de changer. Moi, j'essaie de donner uniquement des signes faibles, compte tenu du temps. Alors, comprendre ce pouvoir, nouveau pouvoir, d'abord, s'agit-il d'un soft power ou d'un deep power? C'est un nouveau concept. Un soft power, je m'en passe. Mes collègues ont déjà essayé de le présenter d'une certaine manière. Soft power, c'est-à-dire comment convaincre d'une manière soft, avec la culture, et il y a beaucoup d'instruments, de moyens du soft power. Mais qu'est-ce que le deep power? C'est ça la grande question. Alors le deep power, je me permets de définir d'une manière brève, c'est la capacité d'un acteur international, s'agit-il des puissances, à structurer durablement l'environnement stratégique d'un autre acteur.
et le danger quand il s'agit d'un continent. Par quels moyens? Par plusieurs moyens, par de nombreux moyens. Particulièrement les infrastructures, la technologie, la sécurité et la connaissance. Alors qui reconfigure les conditions même de l'action politique et économique du continent. Et c'est ça la problématique. Alors, on va avoir dans ce contexte le problème en Afrique, le problème africain. Alors, pour connaître mieux les transformations, il faut revenir brièvement à la théorie. C'est ça ce qui m'a obligé de passer et de vous faire, c'est-à-dire un peu intégrer avec moi un peu dans les idées. Dans les années 80, vous le savez, la théorie du soft power, un certain professeur, un monsieur qui est toujours en vie, Nile, qui a développé d'ailleurs cette notion. Mais cette notion a connu d'autres augmentations. Il n'y a pas que ce monsieur. Bien sûr, il a l'honneur de mettre le concept, mais le concept a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Alors bien sûr, la culture, les valeurs, la légitimité politique, tout ça, ce sont les fondements du soft power. Alors très brièvement, très rapidement, cette situation, il faut dire, bien qu'elle dure en Afrique, bien qu'elle dure ailleurs, mais elle ne remplit plus les conditions nécessaires pour assurer un concept déterminant qui est la souveraineté. Parce que l'enjeu dans tout ça, c'est quoi? C'est comment atteindre une certaine souveraineté de l'Afrique. Alors, dans ce sens, il y a, comme vous le savez, messieurs, mesdames, la connaissance se développe davantage. Et actuellement, nous avons connu un cycle d'évolution. On est passé par des révolutions, des ruptures, et c'est ces ruptures qui ont marqué l'histoire des idées. On a parlé à un certain moment de la révolution de l'agriculture, la révolution industrielle, la révolution de l'information. Maintenant, nous vivons ce qu'on peut appeler la révolution cognitive, la connaissance. الثورة المعرفية. الثورة المعرفية. Ce qui dégage une autre notion qui est celle du deep power. Alors, devant cette situation, l'Afrique se trouve comme un terrain d'expérimentation. Alors, d'un monde qui est en train de se former, un monde multipolaire. Actuellement, le monde passe par une période un peu critique. Il passe du c'est-à-dire l'unique polaire, au multipolaire. Depuis d'ailleurs le début du XXIe siècle, l'Afrique est devenue le théâtre privilégié du monde contemporain. Alors, à chacun d'eux révèle une manière ou une manière différente d'exercer son pouvoir sur l'Afrique. Alors, les stratégies d'abord, on va prendre quelques exemples. On va prendre l'exemple qu'a suscité mon frère, le docteur Fouad, c'est-à-dire la Chine, comme modèle, la Chine. La stratégie de la Chine repose principalement sur les infrastructures. Ça veut dire les ports, les chemins de fer, les zones industrielles et les réseaux numériques. Ces projets s'inscrivent dans l'initiative, d'ailleurs, comme vous le saviez très bien, Belt and Road Initiative. Alors, prenons l'exemple du port, par exemple,
de Port Mombasa à Kenya. C'est un modèle. Sa modernisation et la construction de la ligne, d'ailleurs, de ce port ferroviaire vers Nairobi, ont profondément transformé toute la logique régionale. Résultat, les flux commerciaux de toute l'Afrique de l'Est se réorganisent à partir de ce point de stationnement. Donc l'infrastructure devient donc un instrument de pouvoir. Alors je passe très rapidement, parce que malheureusement on n'a pas le temps de débattre ces questions qui sont très profondes et importantes. Alors il y a une autre forme d'enjeu de pouvoir sur l'Afrique, c'est le modèle russe. Alors, la diplomatie sécuritaire. Alors, la Russie, il a un autre modèle qui s'appelle un modèle sécuritaire de la Russie. La stratégie de la Russie est différente. C'est une stratégie tout à fait différente. Alors, elle repose davantage sur la coopération militaire et sécuritaire. Voyons ce qui se passe dans plusieurs pays africains. La formation des forces armées, par exemple. Le partenariat sécuritaire. Assistance dans les crises. Alors tout ça, c'est un modèle sécuritaire de l'enjeu du pouvoir en Afrique. Alors, il y a d'autres modèles. Moi, je passe très rapidement, c'est-à-dire ce que j'appelle les puissances intermédiaires. Le jeu ne se limite pas aux grandes puissances, comme vous le savez très bien. Il y a d'autres acteurs intermédiaires qui interviennent sur la scène africaine. Alors, prenons le cas de la Turquie, par exemple, de certains pays du Golfe arabe, également de l'Inde. Ces pays interviennent en Afrique. Par exemple, la Turquie gère aujourd'hui le port de Mogadiscio, comme vous le saviez très bien, en Somalie. L'Inde développe le programme de formation numérique et médicale dans plusieurs pays africains. Alors, ces stratégies hybrides, ce que je qualifie d'hybrides, ces stratégies hybrides confirment une chose. L'Afrique est devenue un labo du monde multipolaire. L'Afrique est devenue un labo du monde multipolaire. Alors passons, on va essayer d'approcher cette notion d'hybridation. Khadrama, d'hybridation stratégique. L'ère des zones grises. Alors lorsqu'on parle d'hybridation, ça veut dire qu'il faut envisager des zones grises. Manatik Ramadiya, qu'on ne peut pas décrypter facilement. Il faut creuser en avantage, en profondeur, pour pouvoir vraiment toucher la chose. Alors bien sûr, les instruments de cette puissance ne sont plus séparés. Alors ils se combinent, l'économie s'entrelace avec la sécurité, c'est-à-dire le moulage. On fait passer les choses par des moulage, au sens physique du terme. Les États travaillent avec des entreprises. Ça, c'est un modèle de l'hybridation stratégique. Également, la diplomatie officielle coexiste avec des réseaux culturels et éducatifs. Et on peut citer quelques exemples des États, compte tenu du problème du temps. On n'a pas le temps. Malheureusement, cette thématique qui est intéressante, et je remercie le docteur Simoussa, la thématique là, nécessite normalement une journée de débat. Alors, par exemple, les Confucius Institute participent à la diffusion de la culture linguistique et culturelle. Mais ils contribuent aussi à construire des réseaux très importants d'influence intellectuelle. Rien de gratuit, n'est-ce pas?
Également, tout cela produit ce que j'appelle aujourd'hui les zones grises géopolitiques. Les zones grises géopolitiques. Des espaces où l'influence est réelle, mais il n'est pas totalement visible. Bien, la question que nous devons mettre en avant pour pouvoir rehausser la chose, la problématique, c'est l'Afrique vit une souveraineté ou une dépendance face à cette situation. Je vous rappelle 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, mon cher. Je respecte. Je ne vous ai pas chronométré depuis le début, donc vous en avez plus. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, l'Afrique est-elle en train de devenir dépendante ou plus souveraine? C'est la question à laquelle il faut donner beaucoup d'intérêt pour pouvoir y apporter les réponses. Alors, bien sûr, il existe des risques. Dépendance technologique, endettement lié aux grands projets, très important, influence normative extérieure, mais il existe aussi une opportunité historique. Négocier les meilleures conditions, il faut que les États et les acteurs, pas uniquement les États, transformer la rivalité des puissances en ressources stratégiques. Il faut également un enjeu, apporter des réponses à un autre enjeu qui est très important, la souveraineté cognitive, السيادة المعرفية. Et nous avons déjà, je vous rappelle, nous avons déjà organisé dans le cadre du centre McKean pour l'intelligence stratégique une table ronde que dirigeait mon frère et avec docteur professeur Aziz Sdi Mohamed Harakat. Et je conclus avec l'Afrique et le futur du système international. Nous sommes respectueux au temps, malheureusement. Moi, j'ai consacré, je m'excuse, il ne faut pas compter ça. Il y a un paragraphe pour le temps. Le temps. Quand nous maîtrisons le temps, nous serons sur la bonne voie de la civilisation. Alors, merci. Une seule phrase. Alors, bien sûr, la puissance ne se mesure plus uniquement aux armées, aux territoires ou aux alliances militaires. Elle se mesure désormais à la capacité, notre capacité, nous les Africains, à structurer les infrastructures nous-mêmes, les réseaux économiques nous-mêmes, les architectures sécuritaires nous-mêmes et les cadres cognitifs nous-mêmes. Et merci pour votre attention. C'est vrai qu'il est difficile de s'arrêter quand on est lancé. Et comme nous sommes, je suis frustré souvent moi aussi quand je dois intervenir, on doit m'arrêter. Mais là, j'ai eu des instructions pour que ça soit, parce qu'il y a Ramadan qui ftor, donc autant y aller. Je voudrais juste apporter une petite clarification pour nous autres Marocains. On a tendance à dire l'Afrique. C'est erroné. Les Afriques, parce que la conception est différente. Il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone, il y a l'Afrique lusophone, il y a l'Afrique arabe. Tous les pays arabes, beaucoup de pays arabes, ils sont africains. Et il y a l'Afrique lusophone. Le concept est un petit peu différent d'un groupement de pays par rapport à l'autre. Donc il faudrait peut-être reprendre cette réflexion. Bien, je ne vais pas faire...